Bonjour à tous, retour de Terre de Blues, c'est fini Terre de Blues, mais oui c'est fini, c'est l'année prochaine nous que vous trouvez nous, retour de la voix aussi, j'étais pas là hier, bien bonjour à tout le monde, bonjour aux fidèles du ZCL, bonjour aux fidèles de RHT, bonjour aux fidèles de Mendy aussi, qu'on a bien vu au Terre de Blues, je vais vous raconter ça un de ces jours, on va parler de Mendy, j'ai des photos, je vais montrer, bonjour Mendy. Bonjour Danick, bonjour RHT et bonjour à vous qui nous suivez tous les jours. Alors aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure, quand il va arriver, Dominique Dartron, porte-parole du collectif Ensemble pour l'agriculture. Et c'est très important dans un pays qui a vocation agricole. Nous devons recevoir aussi dans notre chronique du jour Françoise Rosamond, comme toujours, l'Amazone Caraïbe. On va recevoir un pianiste, vous savez, qui va avoir un festival du piano. Ce sera Steve Nuissier. Et puis bien sûr, comme d'habitude, en fin de session, nos deux juristes, Maritza Bernier et France Calvert, ensemble, comme pour l'agriculture. Pour la chronique juridique. Pour la chronique juridique, voilà. L'information, c'est Mendy qui a le sourire parce qu'elle a passé de très bons moments à Terre de Blues et elle a beaucoup mangé. Merci Danick. Effectivement, voyons ce qui fait l'actualité. Elle a dit effectivement. Hein. En ce jeudi 8 juin 2017. Et la production Futuricon est donc de passage en Guadeloupe. Il s'agit de l'équipe produisant le film Minuscule, une fusion entre un documentaire de National Geographic et du Tex Avery, des personnages 3D avec des prises de vue réelles. Donc ils sont en Guadeloupe. Et nous le verrons, la 6e édition du festival Festigé, un festival dédié aux jeux et jouets traditionnels. Ça démarre donc aujourd'hui jusqu'au 15 juin cette année. Des invités de la Martinique, de la Dominique, Haïti et même le Venezuela. Et après un concert réussi à Marie-Galante au Festival Terre de Blues, eh bien Ayo a donné un concert privé à son retour en Guadeloupe chez le concessionnaire Citroën. Nous verrons les images dans quelques instants. Voilà donc pour les titres de ce jeudi 8 juin. Merci Mendy. Alors, le festival Festigé, c'est le 11 ou le 9 ? Eh bien, il a démarré aujourd'hui en fait. Finalement ? Il a démarré aujourd'hui. Ça se passe où ? Bémao, aux Abîmes, pardon, au stade. Bon, oui. Vous irez avec vos enfants ? Oui, sûrement. Moi aussi. Bien, alors, on va commencer l'info avec ce tournage de Minuscule. Qu'est-ce que c'est exactement Minuscule ? Alors oui, justement, c'est la production Futuricon qui est donc de passage en Guadeloupe. Il s'agit en fait de cette équipe qui produit le film Minuscule. Minuscule, c'est une fusion entre un documentaire de National Geographic et du Tex Avery, puisqu'en effet, c'est un mélange de personnages 3D et de paysages qui ont été avec des prises de vue réelles en fait, mais sans aucun commentaire ni dialogue. Et justement, ils ont été conquis par le paysage de notre île. Ils sont donc partis au Mamel faire des plans et puis ce sera parti pour les Saintes et Marie-Galante. Mais regardez plutôt ces images signées Michel Héraclide. Nous sommes ici pour tourner la deuxième partie du film Minuscule. Donc le premier Minuscule est sorti au cinéma il y a 3 ans. Ça se passait dans le parc du Mercantour. Et ici, donc, nous faisons la suite du film qui se passe en partie en Guadeloupe, on va dire en grande partie en Guadeloupe, et qui est un genre de film d'aventure avec pour personnages principaux des insectes. Donc c'est un peu original, un peu particulier. C'est un film qui mélange des prises de vue réelles, c'est-à-dire qu'on va sur les lieux, tous les lieux, les forêts, les plages, les aéroports, et ensuite on filme des décors quasiment vides, et ensuite on intègre en animation les personnages qui sont des insectes, des coccinelles, des fourmis, des araignées, à qui il arrive plein d'aventures. Donc c'est un genre de film d'aventure en petit. Mais ça demande quand même des moyens, parce qu'on va quand même tourner dans les vrais décors, on va filmer, et c'est vrai que dans ce film, la nature, c'est un personnage très important parce que c'est là où tout se passe. Et donc on est venu en Guadeloupe parce que les réalisateurs connaissent très bien la Guadeloupe depuis des années et ont toujours rêvé de faire un film ici. Et donc c'était l'occasion idéale d'emmener nos personnages de métropole jusqu'en Guadeloupe où ils vont rencontrer du danger, de l'aventure et même de la romance, puisqu'il y a une coccinelle qui vient du Mercantour qui va tomber follement amoureuse d'un coccinelle qui est de Guadeloupe. Donc voilà, donc c'est un film qui s'adresse à un public plutôt jeune, mais qui a suffisamment de potentiel de spectacle et de poésie pour intéresser aussi les plus grands. Le Parc National est aujourd'hui très heureux d'accueillir toute l'équipe de Minuscule pour le tournage du 2e opus. Nous avons eu le contact de l'équipe grâce aux Parcs Nationaux de France
qui, maintenant devenu l'AFB, a tourné le premier opus donc, dans le Parc national des Écrins et du Mercantour. Les réalisateurs sont ensuite venus faire un petit tour en Guadeloupe. Ils ont été très séduits par le paysage et nous ont donc contactés de manière à accueillir une partie du tournage qui se déroule donc aujourd'hui à la Cascade aux Écrevisses. Nous avons un partenariat qui est basé essentiellement sur de la logistique. Nous les accompagnons pour les conseiller sur les plantes, sur les décors. Mais également, ce que nous aimerions faire avec eux, c'est mettre en valeur les minuscules de Guadeloupe grâce à des petites gazettes ou à des livrets pédagogiques qui seront à destination des enfants et des scolaires, de manière à pouvoir mettre en valeur nos petites bêtes, le dynasque, les fourmis, que l'on verra peut-être dans le film en tant que personnages, peut-être pas principaux, puisque le personnage principal reste la coccinelle, mais en tout cas en tant que personnage ayant une place de choix dans ce deuxième opus, et les amener à découvrir à tous. Et vendredi dernier, en partenariat avec l'association Ciné Roulé, la ville de Sainte-Anne invitait la population à la projection du film « Il a déjà tes yeux » en présence du réalisateur Lucien Jean-Baptiste sur l'esplanade de la mairie pour profiter donc d'une soirée unique en famille ou entre amis. Un reportage signé Michel Terrasse. En famille est une manifestation qui a été initiée par la ville de Sainte-Anne depuis quelques années déjà. Une manifestation conviviale, familiale, qui permet de rassembler la population autour d'une manifestation, qui permet de leur apporter des films que tous n'ont pas la possibilité de voir. Il s'agit d'un moment de partage intergénérationnel, un moment de cohésion. C'est une manifestation régulière. Les films qui sont choisis sont véritablement faits pour qu'ils puissent convenir à un public le plus large possible. On est toujours vraiment très heureux de voir l'engouement qui sort en fait de cette manifestation, de voir la place pleine de personnes. On sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller au cinéma. Donc pour nous, c'est très important, très enrichissant d'emmener cette culture en fait à la population. On avait l'opportunité d'avoir Lucien Jean-Baptiste qui était de passage en Martinique pour un projet sur lequel il était parrain. Donc c'était un projet qui avait été initié par Chloé Gautin qui est une réalisatrice. Et du coup il est arrivé, nous on l'a su, et de par la relation que nous avons avec Chloé Gautin, nous avons pu faire venir Lucien Jean-Baptiste ici à Sainte-Anne, et du coup nous avons choisi le dernier de ces films, qui est quand même un film très récent, puisqu'il est sorti en début 2017. Je suis très content de présenter ce film à Sainte-Anne. Voilà, c'est une aventure qui continue. Le film est déjà sorti depuis pas mal de temps, depuis janvier en France, et puis je crois qu'il y a quelques mois Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et là je suis content, voilà, il y a encore plein de gens qui viennent le voir. Et quand on sait que ce film, au-delà de l'histoire de l'adoption, c'est vraiment un film sur le vivre ensemble, il faut qu'on arrive à s'entendre, il faut que ces histoires de différence n'existent plus. Vous savez, moi j'ai un credo, la différence ne doit pas créer l'inégalité des chances. Et c'est ça le message du film, c'est qu'on doit arriver à vivre ensemble. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'amour qu'on a pour l'autre et l'amour que l'autre nous donne. Et il faut arrêter de chercher des poux dans la tête des gens sous prétexte qu'ils sont noirs, qu'ils sont arabes, qu'ils sont machin. Non, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien. Et des grands anciens l'ont mieux dit que nous, on doit arriver à vivre ensemble. Le prochain, je vais m'attacher au Chanter Noël. C'est la deuxième étoile. Et là, c'est la petite famille que tout le monde a vue dans la première étoile qui va fêter Noël à la montagne. Donc on va, avec Firmin Richard évidemment en rôle principal, on va montrer aux gens de la Savoie ce qu'est notre Chanter Noël traditionnel. Et l'association socio-culturelle Famille de Bemao présentait son spectacle mettant en avant la fusion existante entre les différentes générations, une manifestation parrainée par la Ketty Bévis, un reportage signé Axel Rajan. Nous existons depuis 1989. Et notre spectacle aujourd'hui, nous l'avons dénommé Lit en âge en 3 temps.
nous sommes une association socio-culturelle. Nous avons un volet social et un volet culturel. Et là, pourquoi il y a un agent 3 temps? Parce que dans ce spectacle, vous avez découvert des petits, des ados et des seniors. Donc, nous avons fait une corrélation, d'où une cohésion. Et c'est pour cela que nous avons dénommé Lionnage en 3 temps. C'est la 3e édition et nous espérons qu'on ne va pas s'arrêter là. Voilà, alors on a découvert un défilé de mode, des poèmes, il y a eu Jimmy Arbo et son groupe, il y a eu la pastorale des jeunes qui viennent nous faire une prestation sur la négritude. Et maintenant, il y a les dames en créole qui sont en train de défiler. Aujourd'hui, je suis la marraine d'une manifestation qui est organisée par l'association familiale de Bemao. Donc il y a plusieurs prestations. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Tout simplement parce que j'accorde beaucoup de valeur à ce genre d'activité collective. Par ma présence, ça permet aussi, si vous voulez, que l'ensemble des générations se rencontrent dans une ville dans une société où il y a beaucoup de violence, où les familles sont dispersées, isolées. Donc ce genre d'opération est très porteur pour le territoire. Voilà, vous êtes en direct sur RHT Guadeloupe 89.8 et 90.8 et bien entendu le ZCL.tv. C'est l'heure de marquer la courte page de publicité. On va recevoir Laurence Welch avec sa chronique cinéma. Également Francette Rosamond va nous rejoindre et puis on parlera musique avec Steve Nuissier et bien sûr la chronique juridique avec nos juristes. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL et retour, bien sûr, pourquoi? Parce qu'on va recevoir Laurence Welch. Laurence Welch, oui, la diva du cinéma qui revient non pas de Terre de Blues, mais non, elle ne vient pas à Terre de Blues. Non pas de Cannes, si peut-être Cannes. Eh bien oui. Elle revient de Cannes, mais oui, elle ne revient pas de Terre de Blues, elle revient de Cannes. La dame était au 70e de Cannes. Alors bonjour Laurence. Bonjour Danick, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Cannes? Alors, Cannes, je dirais très franchement que ce n'était pas la meilleure année. Ouais. Voilà, c'était une année un petit peu décevante. Maintenant, il y a eu quand même des films intéressants. Notamment, alors effectivement, pour une fois, je suis d'accord aussi avec La Palme d'Or, qui était Faute d'amour, qui était un très beau film qui montre en fait le cercle vicieux du manque d'amour, c'est-à-dire qu'on oublie de donner de l'amour à un enfant à un moment donné précis, et tout cela engendre en fait des situations, des comportements et des conséquences qu'on a parfois du mal à assumer, et c'est là qu'on se dit, mon Dieu, il suffisait juste à un moment donné de tendre la main. C'était un très beau film, ce film, c'était un film russe. C'est un film russe, et donc il a eu la Palme d'Or, donc celui-là, excellent. C'est un film qu'on verra un jour en Guadeloupe? On verra. Enfin, je parle du Rex. Quel que soit en Guadeloupe, Rex ou ailleurs, on verra. Voilà. Il n'y avait pas de blockbuster. À Cannes, il n'y a jamais de blockbuster. À Cannes, ce n'est pas. Ils sont off. Ou hors compétition. Ouais. Par exemple, il y a eu l'année où on a eu Mad Max, qui était un magnifique film, blockbuster, mais magnifique. Et effectivement, il a fait l'ouverture de Cannes. Ouais. Après, on ne trouvera pas des Avengers ou des. Voilà. Des Superman et autres Pirates des Caraïbes. Exactement. Un autre film qui a beaucoup fait parler de lui, notamment il est très dur, ce qui s'appelle 120 battements par minute, qui raconte en fait les années 80 où on découvre, en fait, on parle enfin du sida, mais c'est encore un peu tabou. Oui. Et là, il y a vraiment ce sont les associations, leurs combats, ce qu'ils ont mis en avant pour dénoncer cela et obliger quelque part l'État à dire, attendez, vous avez ici un virus, une épidémie, vous ne faites rien et il faut en parler, il faut faire
des choses pour des préventions. Alors, sur le film, il est tourné vraiment dans le milieu des homosexuels, il faut le dire. Donc, on a une vision. Alors, pour moi, il y a des scènes un peu en trop. J'ai pas besoin des scènes de sexe homosexuel, par exemple. C'est un peu hard. J'ai trouvé ça très hard. C'était inutile. Ça m'était mal à l'aise, en toute franchise. Ça aurait été homosexuel ou hétérosexuel. Ça aurait été vraiment... c'était en trop. Mais en dehors de cela, c'est un film qui est vraiment très bien réalisé. On dirait un documentaire et pourtant, on reste vraiment captivé par l'histoire. Et 120 battements par minute, je dis franchement chapeau, mis à part les scènes que je n'ai pas appris, enfin, que voilà, qui sont un peu Donc ça veut choc. dire qu'on ne verra pas en Guadeloupe ce film? Ah, ça ne veut pas dire cela. Ça veut juste dire, on parle de Cannes et on verra après. Juste une question, Laura, c'est juste une question. Bon. On verra après. Voilà. Voilà, donc voilà les deux films qui ont marqué. Il y a un autre film qui s'appelle The Square, et qui est aussi très bien, qui montre au fait, qui essaye de démontrer comment on peut être insensible l'un par rapport aux autres. On pense plutôt à soi au lieu de regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Et pareil, c'est de l'égoïsme, c'est de la société égoïste, individuelle, qui est vraiment mise en avant dans ce film. C'est un film aussi, enfin, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Quand vous allez à Cannes, Laurence, vous allez au marché du film? Oui. Alors, comment ça se passe, le marché du film? Alors, le marché du film... C'est une foire, vraiment? Ou bien on vient, on choisit son film dans un caddie et puis on part avec? Comment ça se passe? Non, le marché du film, vous avez en fait un catalogue qui vous présente tous les films de la journée, les heures, vous avez les horaires. Il faut les voir. On peut les voir? Il faut y aller, oui. Vous allez voir le film. Si vous intéresse, au moins vous notez, voilà, vous regardez le distributeur, vous avez le film. Bon, c'est un milieu professionnel, c'est-à-dire c'est pas lambda qui va aller regarder le film là, et dire qu'il va l'acheter. Mais c'est ainsi que ça se passe. C'est vraiment le festival pour les professionnels. C'est très intéressant parce que là, on peut découvrir certains films. Alors, très franchement, je ne vais pas, pareil, je ne vais pas découvrir les films américains, je ne vais pas découvrir Avengers, ni Justice League de novembre. Je ne les verrai pas. Par contre, je verrai beaucoup de films français, beaucoup de films étrangers, russes, de Japon. Alors, les Asiatiques sont très présents aussi à Cannes. Et donc, il y a beaucoup de films, beaucoup d'œuvres. Maintenant, ce sont des films très difficiles pour les Antilles. C'est vrai que quand des fois on essaye, on se tente sur certains films, on les met en diffusion. On n'a pas forcément... une journée. Voilà, on n'a pas forcément le public derrière, mais c'est très intéressant en tout cas. Alors, autre chose, l'ambiance même à Cannes, je ne sais pas, vous passez quand même sur le tapis rouge pour voir un peu comment ça se passe quand les stars sont passées, avec votre grande robe et vos talons aiguilles. Vous savez, finalement, le tapis rouge, c'est un mythe parce que vous passez tous les jours sur le tapis rouge pour regarder. Pour aller voir les films, il faut passer sur le tapis rouge. Donc, le matin à 8h30, vous n'êtes pas bien réveillé, mais vous passez sur le tapis rouge. Je vous assure, ça ne fait rien du tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt le soir, vous avez des séances avec les stars. Vous pouvez les voir effectivement quand vous passez. Alors, quand ils passent, en fait, sur le tapis, personne ne passe en même temps. Oui, tous les photographes, il y a la voilà, exactement. Oui. Et puis on fait passer le public et les stars passent après. C'est rare de passer en même temps. Mais vous les voyez dans la salle ou sous le grand écran comme tout le monde. Voilà, tout simplement. Vous ne prenez pas d'autographe, Laurence? Non, je ne suis pas là pour ça. Même pas là. Alors, dernière chose. Non, mais enfin, bon, c'est quand même Cannes. Est-ce que vous avez le sentiment quand vous êtes là, que vous êtes une star aussi? Non. Non, j'ai l'impression d'être au travail. C'est pas très vacances quand même. Non, il fait beau quand même. Oui, alors il fait très beau sur la période, mais les séances commencent dès 8h30. La dernière séance est à 22h. L'idéal, c'est d'enchaîner le maximum de films dans la journée. Combien de films vous voyez pendant un Cannes? Moi, c'est 5. Je n'arrive pas à aller à 6, c'est trop, mais 5 films dans la journée. 5 films par jour? Oui, c'est bien. C'est un bon rythme. Pas compris ou pas non compris? Non, je veux dire, vous partez avec un sandwich ou un sac de sandwich. Mais vous savez, le pire avec tout ce qui est sécurité, vous ne pouvez même pas mettre vos affaires dans votre sac puisqu'on le retire. C'est comme quand on passe à l'aéroport, ils récupèrent tout. Ouais. Vous aimez Cannes finalement? Je trouve que au niveau professionnel, c'est très bien. C'est très bien? Oui. Oui, ça donne des indications. Et ça permet de voir des choses d'ailleurs, d'avoir une idée de ce qu'on voudrait mettre en avant. C'est intéressant. Ouais. Bien, alors l'année prochaine, je vous accompagne. Il n'y a pas de souci, Danick. Non, mais ça fait 2 ans que je dis ça. Exactement. Non, je le fais l'année prochaine. Alors, on va parler de l'actualité du cinéma. Et là, on tombe dans nos blockbusters. Et on commence par Wonder Woman, c'est ça? Exactement. Alors, Wonder Woman, je pense que tout le monde connaît un peu ce film, puisqu'on l'a vu dans les années 60. C'est quel numéro celui-là? Non, on ne parlera pas de numéro. Ah, il n'y a pas de numéro. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on a découvert l'année dernière
Batman contre Superman. Mais oui. Et donc, on voyait dans cette partie, justement, Wonder Woman qui apparaît. Un moment, oui, oui. Exactement, vers la fin, et qui aide justement ces deux super-héros à gagner. Donc là, dans cet épisode, on arrive avant, c'est-à-dire avant qu'elle devienne Wonder Woman, c'est une Amazone. On regarde, on découvre comment elle grandit, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui, en fait... c'est la jeunesse de Wonder Woman, alors? Pas vraiment, mais on découvre un peu cette partie, comment elle a évolué, surtout qu'est-ce qui l'a fait sortir de ce milieu des Amazones pour découvrir le monde. Et alors, il faut savoir qu'il est sorti dans certains pays depuis l'année dernière. Il est sorti en France hier, il sort chez nous demain. Et en fait, il fait un carton dans le monde entier. C'est vraiment le film. C'est un extrait qu'on voit là en ce moment. Je demandais à notre réalisatrice de nous faire voir l'extrait d'une manière générale pour qu'on puisse bien juger. Avec le son, s'il vous plaît, Sabine. Voilà, ça va venir. Alors, Wonder Woman demain, et ensuite, bien sûr, on va parler tout à l'heure de Pirates des Caraïbes 9. Il a fait exprès. C'est Pirates des Caraïbes 5. Bon, voilà, on est à Regarde Wonder Wonder Woman. Woman. Le son. En arrière ou bien en avant. Les dieux nous ont fait de nombreux présents. C'est un film Un jour, tu les connaîtras tous. Oui. C'est ici que nous les conservons. Oui. J'ai pas de Elle est magnifique. Qui peut la manier? Seuls les plus féroces d'entre nous en auraient le pouvoir. Et tu n'en fais pas partie, Diana. Forme-la durement. Plus durement que toute autre Amazone. 5 fois plus durement. 10 fois plus durement. Ne baisse jamais la garde. Un combat n'est pas toujours loyal. Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. Mais elle ne doit jamais connaître la vérité sur ce qu'elle est vraiment. On est où ici? Qui êtes-vous? Nous avons le devoir sacré de défendre le monde. D'accord. Qui que vous soyez, vous courez un plus grand danger que vous ne le pensez. Sois prudente, Diana. Si personne ne défend le monde, je dois le faire. Bienvenue dans ce bon vieux Londres. C'est très laid. Oui, c'est pas du goût de tout le monde. En arrière. Ou bien en avant. Vous avez autre chose à me montrer? Vous êtes quoi? Je suis Diana de Themyscira, fille de la reine Hippolyte. Au nom de tout ce qui est bon, la colère dont vous accablez le monde s'achève ici. Oui, ça va pas marcher. Vous lâchez l'épée, s'il vous plaît? Ça ne va pas avec le reste. Du tout. Voilà, c'était donc la BA de Wonder Woman qui commence loin demain. À partir de demain. À partir de demain, Oui. c'est un film à voir. C'est un film à voir, vraiment. D'accord. Alors, la suite. Alors, La Vengeance de Salazar, donc Pirates des Caraïbes 5. Seulement 5, oui. Seulement 5. Alors, à ce qui paraît, je ne vais pas donner mon avis, mais de ce que j'ai entendu plus tôt, donc c'est quand même l'un des meilleurs. Voilà. Ah bon, finalement? Oui. On m'a dit que c'était le premier qui était le meilleur. Eh ben, peut-être le premier aussi, mais c'est l'un des meilleurs. Parce que les 2 et 3 là que j'ai vus... Voilà, non, il est franchement beaucoup plus intéressant, toujours avec Johnny Depp. Ouais. Alors, c'est un acteur, franchement, il est quand même assez incroyable, hein. Il passe d'un rôle à un autre rôle très facilement. Et dans Pirates des Caraïbes, ça ne serait pas Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp. Clair. Voilà, Ouais. donc Jack Sparrow, il est excellent. Il est à découvrir toujours au Rex et au Darbo. Et là, lui, il a déjà commencé ce film. Hein, et Il est sorti et ça déjà. tourne toujours. Ça tourne toujours, exactement. À voir. On voit un extrait ou pas? Oui. Oui, vous avez un On voit extrait, bien sûr. Sabine, Pirates des Caraïbes 4. Les pirates infestaient les mers depuis des générations.
Je fis donc serment de les éliminer tous. C'est là qu'apparut ce gamin. Jack Sparrow. Suivez-le! Il m'enleva tout ce que j'avais. Et déclencha ma fureur. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate. On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua des milliers d'hommes. Non, 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 pas des hommes. Non, non, non. Des pirates. Des pirates. J'ai bien connu un Espagnol avec un nom espagnol. Il en a après vous, Jack. Où est votre bateau, votre équipage? Votre pantalon? Jack! Toutes mes excuses, de quoi on parlait déjà? Il ne peut plus se cacher. Trouve Sparrow pour moi. À partir de maintenant, nous sommes alliés! Vu les circonstances, nous sommes bien plus que ça. Le macaque! Je ne veux pas avoir de problème. Tu ne dois pas t'amuser tous les jours. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ces hommes en ont après Jack. Je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez, je vous en prie. Non, 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 n'arrête pas. Vous allez bien trop loin. Non, pas du tout. J'ai vu ses chevilles. T'en aurais vu bien plus si t'avais fermé ton caquet. Voilà, Pirates des Caraïbes 5 déjà en salle. Et là, on va parler d'un film qui pourrait être mentionné en remake. Laurent, ça s'appelle La Momie, c'est ça? Exactement. Parce que j'ai vu une momie dans le temps, mais c'est pas la même momie. C'est un remake et avec Tom Cruise en fait. Ah, Tom Cruise. Avec Tom Cruise, exactement. Oui. Et c'est un film, alors vous verrez sur la bande-annonce, des effets spéciaux très impressionnants. Donc toujours l'histoire du tombeau qu'on découvre en Égypte où à l'intérieur il se trouve une princesse qui est en fait démoniaque et à ce moment-là en fait. C'est elle la momie? Oui. Ah. Voilà. Et en fait, elle est déportée en fait vers les États-Unis. Et à ce moment-là, un certain nombre de catastrophes arrivent. C'est un film assez impressionnant. Bon, Tom Cruise quand même, c'est un acteur qui prend des scénarios en général qui sont très intéressants. Il a produit le film, j'imagine. Il a produit plusieurs films. Ouais, donc, mais ce film, il a produit, j'imagine. Au moins co-produit. Non, l'émission spéciale, l'émission Impossible, c'est lui qui co-produit. C'est vrai, oui, maintenant, oui, tout à fait. Donc voilà, donc La Momie est à découvrir au Rex à partir du 16 juin. Ah, c'est encore loin. C'est encore loin, c'est dans une semaine. Vous êtes sûr qu'on ne le verra pas autre part avant? Non, on ne le verra pas autre part avant. Bon. Si elle dit ça, elle sait de quoi elle parle. Voilà. J'ai rien dit. Non, je parlais de la télé. Et donc, je profite justement pour parler de La Momie, puisqu'on aura un ciné-live avec ce film vendredi 16 juin. Alors, qu'est-ce que c'est un ciné-live? Alors, en fait, c'est une séance spéciale où vous pouvez découvrir votre film avec un artiste du moment, un artiste apprécié. Il offre un petit showcase au public avant le film et ensuite tous ensemble on regarde justement le film. Et donc là c'est La Momie. Et l'artiste de vendredi prochain c'est TKMJ qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Voilà. TKMJ. Ah bon bah. On se refusait en Rex, c'est jour aussi. Dani a des piquis. Non, mais c'est bien qu'il y ait un ciné-live quand même. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Mais on a déjà fait avec. Il n'y a pas d'opéra ces jours-ci. Pas d'opéra. Alors, si, vous avez l'opéra le 15 juin prochain, le Songe d'une nuit d'été. Oui. Comme d'habitude, le 15 juin, jeudi 15 juin, à 19h au Rex, exactement. Mais il y a tout au Rex en ce moment. Il y a toujours eu l'opéra aussi au Rex. D'accord.
On n'offre pas le petit déjeuner, c'est voilà, il faut se renseigner. Le petit déjeuner, c'est les nuits de l'horreur. Ah, c'est les nuits de l'horreur, quand même. Hein. Je voulais vous parler aussi d'un dernier film, L'Amant double, le film de François Ozon qui est passé justement à Cannes. Il était à Cannes, ce film, donc, il sera visible au Rex à partir de lundi. C'est un film un peu... alors, attention, il est interdit aux moins de 12 ans parce qu'il y a des scènes érotiques, mais c'est une belle intrigue, un peu compliquée, qui a fait beaucoup parler de lui, justement, sur voilà, quelques petites critiques ou autres. Mais c'est un film quand même très intéressant à découvrir au Cinéma Rex dès lundi. Je peux vous poser une question, Laurence? Oui, je vous écoute, Danick. Est-ce que le Rex va fermer bientôt? Je me suis dit que, vu ce qui arrive à l'horizon, peut-être que les gens ne viendront plus au Rex. Alors, non. Et que c'est la dernière fois qu'on vous voit. Oh mon Dieu, mais vous allez vite, vous nous enterrez bien vite. C'est dur. Non, c'est pas de momie. Non, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut comprendre quand même. Il y a une concurrence, c'est normal. Bien sûr, mais c'est un complexe. On parle d'un complexe, c'est complètement différent que le Cinéma Rex. Le Cinéma Rex, on est sur un cinéma de quartier. Oui. Un cinéma de quartier propose des choses différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez trouver, vous aurez deux marchés différents quelque part. Les clients vont se retrouver soit au Rex avec tout ce qu'on pourra apporter, soit dans un complexe où c'est un produit totalement différent. Nous, on a toujours travaillé sur l'événementiel, sur la proximité. On continuera à le faire, sur les tarifs promotionnels, enfin, plein de choses qu'on a toujours fait. Donc, on vous reverra, Laurence. Et vous allez me revoir pour proposer toujours ce j'ai chaud, non, mais vraiment, Danick. Franchement, je tremblais de peur. La Guadeloupe sans le Rex, mais non, le Rex, ça fait des années, 56 ans quand même. Donc, le Rex a combien d'années déjà? 56 ans. 56 ans? Oui. Plus vieux que mai 67? Mais 67 à 50 ans. Mais vous voyez, le Rex a passé pas mal de choses, hein, mai 67, les grèves, LKP, tout ça, LKP, et on est encore là. Quand même encore là. Voilà. Et à de belles années encore. Et une belle défenseuse, on peut dire, si on peut parler comme ça. En tout cas, Laurence, merci d'être venue. Alors, on se retrouve dans une quinzaine de jours à peu près. Tout à fait, avec plaisir, Danick. D'ici cette quinzaine de jours, il y a beaucoup de bouleversements dans le cinéma. Danick, dans 15 jours? Oui, dans 15 jours. Voilà. Il est exactement 13h08. On va recevoir François Ozamon dans un instant. Pour l'instant, on revient à l'actualité avec Mendy et c'est reparti. Oui, effectivement, c'est reparti. Je le disais, c'est la 6e édition du festival Festigé, un festival dédié aux jeux et jouets traditionnels qui a donc démarré aujourd'hui. Une année où des invités de la Martinique, de la Dominique, d'Haïti ou même du Venezuela seront donc présents. L'association Guajeka va cette année encore proposer un village d'artisans d'une vingtaine de stands divers, 5 jours pour donc rencontrer les spécialistes de la question, assister à des conférences, s'essayer à différents jeux tels que le Ikapa, le cabois, pichine, trottinette, la roue, enfin voilà, tout plein de jeux, même de concours. Regardez ces images signées Anne-Elisabeth Arsène. Donc aujourd'hui, en fait, on a réuni plus de 1800 élèves et en fait, l'idée, c'est de leur faire découvrir et pratiquer les jouets traditionnels. Donc on a mis en place 2 concepts. Une partie déjà, les jouets miad, c'est un relais de jeux traditionnels sur la piste d'athlétisme. Donc les enfants vont concourir au fur et à mesure par équipe de 10. Et puis il y a aussi la partie des ateliers découvertes, où là, c'est plutôt des parcs de jeux traditionnels qui sont présents, où les enfants, justement, peuvent utiliser, découvrir les différents jeux, les 6-bois, les kaepaka, les courses en sac et plein d'autres encore. Chaque année, il y a de plus en plus d'élèves qui participent et surtout, il y a plusieurs niveaux. Avant, on privilégiait surtout les primaires. Là, maintenant, on a les primaires et les collèges également. Donc, l'idée, c'est vraiment de réunir tout le monde et de permettre à tout le monde de découvrir nos jeux traditionnels. C'est la 6e édition. Donc, chaque année, on essaie de faire une édition. Donc, depuis 2011. Et puis, on continue à apprendre, à accepter de plus en plus d'élèves pour justement faire en sorte que ce patrimoine-là soit connu de tous. En fait, on vient de Saint-Sauveur-de-Cluny et on fait des activités Alors, je rappelle, la personne qui a photographié l'arrivée. On va faire et on va continuer les courses et là on va finir la finale et après on va jouer au jeu là. J'ai fait la marraine, après j'ai sauté sur le sachet, après j'ai lancé les anneaux et après on a poussé les voitures. Voilà, il est 13h11 et comme je vous l'ai dit, Amazon Caraïbe est là. Tout de suite le générique avant de parler avec François Ozamon qui est avec nous.
Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Voilà, Francette, rebonjour. Bonjour. Il y a longtemps. Hein. Ah oui, ça fait longtemps. Oui, mais 15 jours. 15 jours, c'est beaucoup. J'étais en Guyane. Oui, nous on était à Terre de Blues alors. J'ai su ça, il paraît que c'était super. J'ai vraiment des gens très différents. Vous n'êtes jamais venu à Terre de Blues? Pas encore, mais je vais venir. 18e édition, ça fait 18 ans. Mais bientôt la 20e. Ah, ben pour la 20e, je serai... Oh, la 19e, parce que... 19e, voilà, vous êtes sûr? 19e, je fais tout. Avec plaisir, parce que Marie-Galante, c'est une île adorable. Voilà, il paraît que c'était très bien, vraiment des gens très différents. Mendy peut confirmer. Elle a pris un pied. Vous pouvez imaginer. Oh là là, Mendy, je ne la reconnaissais plus. La Mendy qu'on voit là, toujours gentille, qui annonce les titres calmement. Alors là, Marie-Galante, c'était autre chose. Ça, c'est pas mal, ça. On va même dire que... C'est vrai, mais Mendy, c'est vrai. C'est vrai. Vous étiez survolté, passez la musique... C'est le rhum de Marie-Galante. Bon, alors, revenons à notre Guyane. Alors, quel est le climat en Guyane aujourd'hui, Francette? Eh bien, le climat est un peu curieux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a encore des mouvements sporadiques. D'ailleurs, hier, il y a eu une manifestation avec des 500 frères et de trop de violence et une arrestation de 6 d'entre eux. Il y a encore le char, donc l'hôpital, c'est pas réglé. Enfin voilà, il y a donc en fait, rien n'est réglé. Ben, pour l'instant, c'est comme le calme après la tempête. C'est-à-dire que c'est après la tempête. Mais à cet instant-là est un peu, par exemple, les gens sont plutôt euphoriques. On a discuté, ils sont contents d'avoir fait ce mouvement parce qu'il y a une espèce de rassemblement comme jamais il y avait eu de l'ensemble des peuples de Guyane. Donc ça c'est bien. Mais on sent maintenant que comme rien ne se passe, ça va commencer à criser. Donc il y a les législatives, il y a un des signataires de l'accord qui se retrouve en élection, soutenu par le maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc voilà, on est dans cette espèce de période un peu bizarre. Alors j'ai eu la chance de rencontrer l'ensemble des acteurs de près ou de loin intéressés aux négociations et ceux qui a été signé. Tout le monde est content. Mais personne n'est vraiment satisfait. Parce qu'il y a un souci, Francette, c'est les 3 milliards. Ben, le nouveau gouvernement n'a encore rien dit là-dessus. N'a encore rien dit. Et puis pour l'instant, il faut déjà que, notamment au niveau des entreprises, parce que là, il y a un plan Corail qui est en préparation, mais il ne sera prêt qu'en septembre. Donc pour l'instant, les entreprises, comme elles ont eu du chiffre d'affaires avec le paiement à 30-60 jours, donc les paiements de janvier-février commencent à arriver. Mais à partir de mars, il y aura un vrai sujet. Donc les banques s'attendent à un vrai tsunami, parce qu'il y aura un certain nombre d'entreprises qui vont se retrouver en difficulté de trésorerie. Il y a des anticipations. L'ensemble des réseaux bancaires disent qu'ils vont jouer le jeu, mais je pense qu'ils ne feront pas de soutien abusif. Donc on s'attend à une grosse vague de licenciements et de fermeture surtout. De fermeture, mais les licenciements économiques ont déjà commencé depuis le mois de mai. Donc voilà, on est dans cette espèce de période d'attente. Il y a Ariane, le CNES qui a rattrapé son retard vu qu'il y a 3 tirs de retard. Ils l'ont rattrapé, mais en même temps, ils voient que leurs clients habituels sont en train de se demander est-ce qu'il n'y a pas un plan B avec des lanceurs chinois autre part pour ne pas se retrouver coincés. Donc on est dans cette espèce de moment. Oui, il y a des choses qui ont été signées. Il y a eu une réunion il y a 2 jours entre Rodolphe Alexandre et le pôle économique pour un peu leur dire tout ce qu'il y a. Voilà, on est pour l'instant dans la communication et tout le monde se regarde un peu en se disant quand est-ce que la vague arrive, quoi. Et par ailleurs de ça, que ça peut être remis, entre guillemets, que ça mouvement peut reprendre un ballon. En tout cas, vous savez, les 500 frères, c'était principalement des gens des municipaux. Oui. Donc ils ont tenu jusqu'au l'orée des 45 jours, bon, ils ont repris et puis maintenant ils peuvent repartir. Donc c'est un peu comme ça qui s'est passé pour nous. Donc c'est beaucoup de gens qui sont engagés dans des collectivités et qui n'ont pas ces problèmes de salaire immédiat s'ils ne dépassent pas 45 jours. Donc voilà, mais le tissu économique en tout cas a souffert. Les premières estimations sont en train d'être faites. L'IEDOM est très attentif pour pouvoir au moins assurer qu'il y ait des billets de banque dans tous les distributeurs. Parce que si en plus, comme ça s'est produit dans une commune de Grand Sentier où il y a eu des problèmes avec les distributeurs, alors là, ça repart assurément. Donc oui, ça s'est arrêté. Mais ce n'est pas l'élan pour pouvoir se remettre au travail. Parce qu'en fait, ce qui a été signé,
faut se mettre au travail pour le faire sortir, quoi. Les lycées à construire, faut que les projets sortent pour qu'ils puissent être construits. Ils ne vont pas sortir comme ça. Tout, quand on regarde le détail, à part la mise en place de gendarmes, voilà, la sécurité, tout le reste, il faut qu'ils se mettent à bosser pour que ça puisse sortir. Et la là, cité judiciaire, tout ça. Voilà. Et puis surtout qu'il y a des départs de l'encadrement de l'encadrement au niveau de la CTG, de la collectivité territoriale. Donc, de vrais questionnements sur la capacité de la collectivité à pouvoir sortir. Même une question qui a été évoquée sensiblement pendant la période, c'est la question du statut. Oui, mais attendez, moi je pense qu'il n'y a que des gens qui ont essayé de se glisser avec le soutien de nos mouvements antillais, qui ont essayé de faire ça émerger, mais c'était vers la fin du conflit. Tout à fait. Donc ça qui veut dire qu'il y avait déjà une grande dislocation et que ça a été un peu une récupération. Et deuxièmement, on sent bien que ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet principal. Non, le sujet principal, c'est de refaire circuler l'argent. Pendant le mois de mai-juin, là, il y a eu un vrai arrêt. Même des grands groupes ont commencé à ne pas payer. Même des filiales de grands groupes, donc c'est pas très sain, demandant des 3-4 fois pour payer des factures. Genre voilà. Orange, tout ça. Je ne donnais pas de nom, mais bon, il y en a. Donc vraiment, c'est pas encore. Oui. On se serre les rangs, on se remet au travail pour repartir, alors qu'il y a quelque chose qui a été signé. Donc ça veut dire que le malade est encore fragile. Le malade est fragile, mais c'est surtout, comme chaque fois je le dis, c'est la qualité des gens qui vont reprendre les rênes. Et dans la partie économique, il y a des gens qui font le job, mais maintenant, il faut sortir les dossiers. Et puis après, au niveau politique, ce qui va sortir des urnes, parce que aussi là-bas, il y a beaucoup de candidats, beaucoup de gens se révèlent. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Et puis après, comment on se met à travailler ensemble, quoi. C'est ça le plus grand challenge, je pense. Vous y retournez dans combien de jours? Sans doute à la fin du mois. Donc voilà. on reviendra encore. Oui, parce que je pense que les choses ne sont pas stabilisées. Elles sont encore en devenir. Et tout le monde regarde ça avec... avec un peu d'inquiétude. Beaucoup de points d'interrogation. Un peu d'inquiétude, oui. Lancement de la réforme du Code du travail, le nouveau gouvernement s'était engagé là-dessus. Voilà, donc vous avez entendu Monsieur Édouard, enfin Philippe Édouard, le Premier ministre, ainsi que Muriel Pénicaud, il faut qu'on s'habitue à son nom, la ministre du Travail, ont annoncé ça il y a 2 jours, en disant que voilà, notre feuille de route, 48 séances de rencontres, 6 séances par syndicat, on commence le 20 et on finit fin septembre, et entre-temps on passe les ordonnances pour pouvoir faire que... On a même l'impression qu'il veut aller plus loin que ce qui a été prévu. Oui, et puis surtout ce qui est un peu malsain dans le climat, c'est qu'il y a beaucoup de fuites, vous les avez entendues comme moi ces derniers jours, donc indemnité de licenciement plafonnée, rassemblement en une seule entité de l'ensemble des représentations du personnel, enfin bref, il y a quand même des interrogations, et puis surtout le fait que les accords d'entreprise vont être supérieurs aux accords de branche, et on a même entendu le président de la CPME dire attention, il n'est pas question de déstabiliser un secteur et de faire tout et n'importe quoi. En fait, ça va plus loin que El Khomri finalement. C'est-à-dire, bon, on a du mal à l'entendre, parce que derrière, ça c'est une chose, la réforme du Code du travail. Mais il a annoncé encore 3 autres grosses réformes, c'est-à-dire l'assurance chômage, la formation professionnelle, encore une réforme de la formation professionnelle. On en a une il y a 2 ans, et puis la retraite. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment, on est devant un gros tuyau de réformes, et des réformes où visiblement le président veut aller vite et puis veut passer. Les ordonnances, ça va être entre ça. Il fait de la négo, mais il faut que les gens comprennent. Et puis il faut écouter, je pense, ce qui est dit et de la manière que c'est dit. Par exemple, quand je vois que la nouvelle ministre, Mme Muriel Pénicaud, il faut qu'on entende son nom, dit nous voulons simplifier le dialogue économique et social. Oui. Donc quand vous mettez économique avant social, ça veut dire quelque chose. Oui. Bon, il n'y a pas à apporter un jugement émotionnel. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, et jusqu'où, et puis comment? Et c'est en ça que les partenaires sociaux... On n'a pas encore la réaction réelle des syndicats, parce qu'on est à la veille des vacances. En France, à la veille de l'été. Attendez, ça commence le 20. Oui. Les négociations commencent le 20 juin. Justement, donc il n'y aura pas de vacances, quoi. Et s'ils pensent partir en vacances, ils vont se retrouver en septembre avec un truc qu'ils n'auront pas négocié. Voilà. Et ça, je pense qu'il n'est pas le temps de...
Alors, il y a entre-temps, il y a, on peut le dire, le point de rencontre de l'Assemblée nationale en France, c'est-à-dire les législatives. Aura-t-il ou non la majorité à l'Assemblée pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses? Parce que jusqu'ici, vous avez entendu le sondage qui donnait vraiment une large majorité. Et le PS qui devient la portion. Oui, et puis même la droite qui est complètement balayée. Bon, ça dit... En fait, c'est logique. Si l'État, enfin les électeurs français ont donné une majorité à Macron, c'était normal qu'au niveau de l'Assemblée nationale en France, que ça aille pas. Non seulement c'est normal, et puis ça, je crois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence qu'on est dans une période de mutation et qui s'accélère. Oui. Donc, par exemple, en Guyane, j'ai eu l'occasion de rencontrer une dentiste, donc professionnelle dentiste, magnifique, belle femme, etc., qui travaille avec 4 ou 5 autres confrères. Eh ben, ils ont acheté une imprimante 3D et ils font leur couronne sur place. D'accord. Donc ils n'ont plus besoin d'aller... et ils sont en Guyane, à Cayenne, et ils font ça. Donc ce qui veut dire que partout, dans toutes sortes de métiers, il y a une accélération de la transformation. Non, c'est pas l'ubérisation, c'est... Voilà, il y a des métiers, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec la transition énergétique. On est dans une mutation... Je ne veux pas dire violente mais elle s'accélère. Elle est réelle et elle s'accélère. Oui. Donc il faut adapter la société française et chez nous aussi à ces mutations. On passe à la 4G déjà ici. On passe à la 4G, on parle de la 5, etc. Ça va très vite au niveau de... Exactement. Et donc c'est en ça qu'il faut... parce que moi je considère qu'il faut arrêter de dire bon Dieu, il faut avoir peur, etc. Non, il ne faut pas avoir peur de ce qu'il y a devant nous, parce qu'il y a des métiers... On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, et puis 2, il y a des métiers qui ne sont pas franchement... voilà, on a occupé des gens pendant longtemps, et aujourd'hui ça peut être intéressant d'imaginer que chacun a un cerveau, qu'il y a de l'intelligence partout, et qu'il faut la valoriser. Et donc c'est cette transition qu'il faut faire. Ouais. Et c'est en ça que, notamment les hommes et femmes politiques qui vont sortir là, il faut qu'ils aient cette conscience-là. Et c'est pour ça que quand j'entends si peu parler de ces mutations dans les débats, je me dis mais ils sont... on n'aurait pas dit qu'ils sont pas dans le coup. Qu'il y a une société nouvelle à construire, et c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Qui est en train de se faire. Voilà. Je me souviens, il y a quelques semaines, vous aviez parlé au niveau bancaire. Oui. Comment ça va changer au niveau Exactement. de la banque. Vous avez entendu, il y a 2 jours, la Banque Postale a lancé un système de reconnaissance de la signature, confirmation d'un achat sur Internet par la voix. Tout à fait. Attendez, vous vous rendez compte? Et là, parce que je les ai interviewés ce matin, là, ils sont en train de développer d'autres choses pour, par exemple, pour pouvoir signer un contrat de je sais pas, une autorisation de prêt, etc., avec la voix. Ouais. Donc, n'importe où, vous aurez cette capacité. Enfin, vous le savez, tout le monde doit le savoir maintenant. La carte bleue, maintenant, on n'a plus besoin de faire les codes. Le code, oui. Voilà, c'est ça. Ben, c'est la reconnaissance par la voix. Bientôt, avec votre portable déjà, vous faites tout. Vous pouvez faire des virements. Vous faites tout. Vous faites tout. Et c'est en ça, vous savez, pareil, en Guyane, j'étais très heureuse de ça. J'étais devant 19 jeunes du RSMA, devant lequel j'ai fait la présentation de notre offre d'abonnement à 1 euro, c'est-à-dire que sur leur portable, désormais, à partir de la semaine prochaine, ils vont recevoir de l'information économique tous les matins, une alerte. C'est-à-dire l'interentreprise. Voilà, pour ces jeunes du RSMA de Guyane, et de manière à ce qu'ils comprennent. Quand on comprend ce qui se passe autour de soi, on est mieux acteur et on peut mieux agir. Et donc, nous avons signé avec eux. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont partout en Guyane. Sur le fleuve, à Maipasoula, et ces jeunes se sont montrés intéressés parce qu'ils ont tous un portable. Et ils font déjà plein de choses avec un portable, et donc du coup, d'avoir la capacité de recevoir tous les matins une information pour leur dire attention, il y a telle chose qui se passe dans votre région au niveau énergétique, etc., etc. Du coup, vous vous réappropriez où vous êtes et qui vous êtes. Et je considère que là, vraiment, le RSMA de Guyane a accepté cette expérimentation avec eux, et je suis persuadée, nous sommes très confiants, que c'est comme ça qu'on va ramener de la confiance de chaque personne en soi-même, et puis la confiance de pouvoir bâtir la société qu'on a envie. Tout à fait. Sans transition, la transition énergétique, absolument. C'est pas mal celle-là. Donc bien sûr, ça c'est une transition. Effectivement. Vous avez sur le premier semestre là, les 3
programme pluriannuel de l'énergie de Guyane en premier, de Guadeloupe en deuxième et de Martinique en ce moment ont été signés, ce qui veut dire qu'il y a désormais une vision stratégique qui est développée à 2020-2025 en matière d'énergie. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est primauté des énergies renouvelables, notamment de photovoltaïque. Il y a eu, vous avez entendu, relèvement des tarifs pour les installations de moins de 100 kWh. Et puis surtout, il y a ce soutien, cette possibilité d'autoconsommer. C'est-à-dire que désormais, vous pouvez avoir votre système sur votre toit et le consommer directement sans avoir besoin de passer par le réseau EDF ou déverser à EDF uniquement le surplus. Et puis, troisième élément très important, EDF a obligation de prendre en priorité les énergies renouvelables sur son réseau. Ce qui veut dire qu'on booste comme ça le secteur de manière, après avoir été sinistré il y a une dizaine d'années, de retrouver des acteurs qui vont pouvoir accompagner ça. Et puis bon, même on devrait voir un retour sur investissement sur nos factures. Notamment grâce au développement du compteur électrique numérique, qui doit permettre de mieux cibler la consommation, c'est-à-dire que désormais vous allez payer ce que vous consommez. Réellement. C'est fini le forfait. Voilà. Oui, alors imaginez. Oui. Imaginez. Ça veut dire que l'EDF aura moins d'argent. Écoutez, ça c'était la deuxième. Ce qu'on comprend, parce que c'est vrai que EDF c'était quand même un peu l'État dans l'État, c'est-à-dire même par chez nous, on ne comprenait pas bien. Or là, il s'est trouvé, et d'ailleurs c'est pour ça que j'incite beaucoup à lire ce numéro et ce dossier, parce qu'on comprend quelle était la position d'EDF. EDF a fait quoi que le photovoltaïque, ça n'avançait pas? Parce que EDF, son fer de lance, c'est le nucléaire et qu'il ne s'était pas encore suffisamment transformé par rapport aux énergies renouvelables. Donc, il ne voulait pas perdre ses positions. Donc, pendant les 3-4 dernières années, EDF a fait un peu ses transformations technologiques. Aujourd'hui, est devenu un gestionnaire de réseau, au lieu de devenir simplement un producteur. Et je pense que sa part de production va certes rester, notamment chez nous avec les grosses usines qu'ils ont implantées, mais il s'est adapté de manière à pouvoir avoir des sources diverses. Ce qui veut dire que chez eux aussi, les métiers sont en train de changer. Donc des mutations vraiment importantes. Et puis aussi, mutations dans ce qu'on appelle l'écosystème. Donc de plus en plus de start-up de chez nous se mettent à imaginer avec les objets connectés, de créer des systèmes de pouvoir recharger son véhicule avec une ombrière, etc., etc. Par exemple, il y a une société qui travaille beaucoup avec EDF Guadeloupe qui s'appelle Green Technology et qui est en train de développer un certain nombre de choses comme ça. Et là, c'est vraiment une source de profit qui se profile. Voilà. Maintenant, la seule difficulté, c'est comment répartir cette valeur ajoutée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est laissé aux différents opérateurs de manière à ce que chacun soit solvable. Donc, on est dans une grosse mutation et je considère que c'est l'une des sources, on le voit partout dans le monde, les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque sont les endroits qui créent le plus d'emplois, sont les secteurs qui créent le plus d'emplois. Maintenant, en France, ça n'a pas été le cas. Pour les raisons que je viens d'expliquer, EDF avait d'autres projets. Maintenant, il y a des textes de loi qui changent ça. Donc, à partir de maintenant jusqu'à 2020, nous sommes dans cette transformation. Donc, un sujet, regardez-le dans ce numéro interentreprise que vous retrouvez aussi bien. On l'avait raté l'autre fois. Voilà, il est en... il est en kiosque encore jusqu'à fin juin. Mais vraiment, on a eu cette... C'est pour ça que je dis qu'il y a des fois des conjonctions merveilleuses. Nous avons aussi interviewé un représentant de l'ADEME qui s'occupe de tous les productions d'énergie renouvelable dans les territoires insulaires, donc dont chez nous, et qui nous explique par exemple que la stratégie qu'a eu EDF, et puis surtout qu'aujourd'hui, le secteur du photovoltaïque est tellement mature qu'à la limite, il peut se passer de subventions. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai sujet de développement, et si on est bon, ce qu'on peut être, on peut tirer notre épingle du jeu de manière très efficace. Dernier sujet. Dernier petit sujet. Vous vous souvenez... Il reste 1 minute et demie.
On fera rapide, ce sera très très court. Vous vous souvenez qu'il y avait eu la création il y a 5 ans de la diplomatie territoriale. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était des jeunes de chez nous qui partaient représenter leur région, qui à Sainte-Lucie, Trinidad, Miami, enfin un petit peu partout comme ça. Partout dans la Caraïbe. Mais seulement, on n'avait pas prévu comment on allait, payer leur salaire, 2, les loger, 3, les défrayer et 4, faire vivre, parce qu'ils sont dans les ambassades, comment allaient être les relations avec eux. Donc pendant les 5 ans, ça a été assez compliqué. Il ne faut pas faire semblant. Nos jeunes ont essuyé des plâtres et ils ont quand même fait leur job. On peut les saluer, mais ça a été compliqué. Et donc enfin, il y a un texte de loi qui vient d'être pris pour pouvoir sécuriser tout ça, c'est-à-dire comment sera payé leur salaire, quelle sorte de défraiement pour se loger, pour se déplacer, pour voyager, pour se nourrir, et quelles sont les relations avec les ambassadeurs, parce que c'est vrai qu'ils étaient logés là. Est-ce que la collectivité payait une location à l'ambassade, et du coup, est-ce que chaque fois que la photocopieuse était utilisée, vous voyez, tout ce genre de petites choses qui peuvent paraître rien, mais quand c'est pas géré, c'est prise de tête. Alors désormais, tout ça, il y a un texte, donc nos jeunes peuvent partir nous représenter de manière plus confiante. Et être payés normalement. Pardon ? Et être payé normalement. Et être payé normalement, oui, sans attendre 3 mois et devoir... Oui, parce que j'ai connu une qui avait ce problème, effectivement. Voilà, non, mais c'est pour ça que nos hommes politiques, quand ils sont visionnaires, parce qu'il faut leur reconnaître des fois cette qualité, il faut penser à la logistique jusqu'au bout. Parce que là, il y a des cas où c'était assez problématique. Ne pas pouvoir se loger mettre des jeunes qui sont confiants, qui partent sur une mission originale et qui se retrouvent dans des situations de précarité, c'est pas très bon. Voilà. Juste un petit mot quand même sur le journal. Il y a un vrai dossier sur la banque en ligne. Il faut oui. Il faut le lire, hein, c'est intéressant. Et nous continuons parce que nous avons dans ce numéro-là eu 4 banques, Boursorama, la Bred, Crédit Mutuel et puis la CEPAC, voilà, la Caisse d'épargne, et qui nous expliquent leur stratégie en matière de banque en ligne. Donc en gros, tout le monde cherche sa pierre philosophale. Hein. Tout le monde cherche. C'est pas stabilisé, mais enfin, il faut comprendre que là aussi, de plus en plus, ils vont faire de manière à ce que nous allions moins dans les agences, que nous passions plus par nous-mêmes pour faire toutes sortes de choses, et que les conseillers, qui forcément à un moment vont se retrouver en un nombre plus restreint, seront des experts sur des points déterminés et qu'on ira voir pour des points précis. Par exemple, la Bred d'ailleurs nous a expliqué qu'ils sont en train de développer un système d'intelligence artificielle sur leur système de relations clients, que quand vous, par exemple, envoyez un mail à votre chargé de compte préféré, vu que maintenant il y a beaucoup de choses qui se passent par mail, enfin les premiers contacts sont souvent par mail, de ce premier contact, le robot va pouvoir vous faire une première proposition par rapport à ce que vous aurez dit dans votre mail. D'accord. Ouais. C'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant, mais en tout cas, c'est demain. Oui. Et comme nos jeunes ont déjà tous ces outils en main, il faut leur expliquer et puis leur dire que c'est par là qu'il faut aller, et tout en étant eux-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'est pas question que de prendre, voilà. Il est question de comprendre et puis de rendre en lire, polémiser. Merci l'Amazon Caraïbe de toutes ces informations importantes d'ailleurs sur ces mutations qui ont lieu au quotidien déjà. Absolument. Et qui nous touchent particulièrement. Voilà, il est 13h33, on prend une pause de pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal et la suite des invités. Je crois que notre rubrique, notre chronique juridique devrait avoir lieu, normalement, si je ne me trompe pas. Mendy sourit. Ne dis rien. Mendy se sourit ou Mendy? Absolument rien, c'est l'heure de la pub. D'accord, c'est l'heure de la pub. On va prendre la pub d'abord. Voilà, il est 13h40 et comme prévu, on va tout de suite faire un rappel des titres avec Mendy. Ensuite, parler avec Patrick Nussier, notre invité pour le 9e festival de piano. Et puis, notre chronique juridique.
Et je vous le disais, la production Futuricon est donc de passage en Guadeloupe. Il s'agit de l'équipe produisant le film Minuscule, une fusion entre un documentaire de National Geographic et du Tex Avery, un mélange donc de personnages en 3D et de paysages en prise de vue réelle. Et 6e édition du festival Festigé, ce festival dédié aux jeux et jouets traditionnels. Cette année, des invités de la Martinique, de la Dominique, Haïti ou encore du Venezuela sont présents. Et enfin, après un concert réussi à Marie-Galante au Festival Terre de Blues, l'artiste Ayo a donné un concert privé à son retour en Guadeloupe chez le concessionnaire Citroën. Nous verrons tout cela en fin d'édition. Mais on ne quitte pas le domaine de la musique puisqu'on va parler du festival de piano. Bonjour, monsieur Nussier. Bonjour. Alors, festival 9e édition, et je disais tout à l'heure en off, l'occasion de voir les plus prestigieux pianistes au moins de notre région, c'est ça? Alors en fait, quel est le concept? Cette année, en fait, on recevra donc sur le principe en fait de cette manifestation. D'abord, c'est de mettre en avant des pianistes guadeloupéens. Oui. Donc l'idée en fait de première rencontre, c'est que ces pianistes puissent rencontrer pour la première fois quelqu'un d'autre. Donc le plus souvent, c'est un pianiste qui peut venir de la Martinique. Cette année, il y aura un pianiste de Madrid, un espagnol, un jeune espagnol. Et en fait, ces pianistes que nous avons choisis en Guadeloupe, il s'agit donc de Pascal Mazamba, qui est un musicien, un pianiste guadeloupéen. Sylvain Duflo, qui est aussi pianiste guadeloupéen, mais lui qui est basé en métropole. Et Hubert Rinaldo, qui est un pianiste guadeloupéen, qui lui vit en métropole, mais qui met en fait de la poésie en musique. Voilà, donc ces pianistes-là, guadeloupéens, feront une première rencontre, dirons-nous, avec 4 autres pianistes invités, dont Thierry Vaton, qui fera l'ouverture demain, vendredi, au Memorial Act. Ensuite, ça démarre au Memorial. Pardon? Ça démarre au Memorial Act. Oui, voilà, ça démarre demain, vendredi, donc 9 à 19h30 au Memorial Act avec Thierry Vaton en trio, avec Sonny Troupé à la batterie et Rodi Serrayon à la basse. Oui. Et donc, ces pianistes rencontreront 4 pianistes invités, donc Thierry Vaton, une jeune pianiste française qui vit aux États-Unis qui s'appelle Domitil de Gall. Oui. C'est une jeune pianiste de 19 ans. Un pianiste de Madrid, Leonel Morales Herrero. D'accord? Et on aura aussi, alors cette année, on a ouvert, chaque année, on ouvre le festival à quelqu'un d'autre, un autre instrument que le piano. C'est un bassiste, contrebassiste de la Guadeloupe, il s'appelle Claudel Atride, et il y aura un projet avec lui, avec justement les autres pianistes invités autour de ce bassiste. Alors, du point de vue économique, bon, parce que quand on fait un festival, il y a un aspect économique aussi là-dessus. Oui. Alors, quel est l'intérêt de cette manifestation? Qu'est-ce que ça rapporte au pays? Voilà. Alors, en fait, déjà, première chose, au départ, cette manifestation a été créée pour pouvoir mettre en lumière des pianistes. Souvent, quand on parlait, je dis bien quand on parlait de piano, on vous demandait un pianiste guadeloupéen, tout le monde sortait Alain Jean-Marie. Alain Jean-Marie, c'est l'unique. Hein. On avait l'impression qu'il n'y avait qu'un seul. On avait l'impression qu'il n'y en avait qu'un seul. Aujourd'hui, je pense que déjà, une des premières utilités de ce festival, c'est de pouvoir dire qu'il y a Jean-Michel Lesdel, par exemple, oui. Il y a Michel Mado, il y a Jonathan Jurion, il y a Sylvain Dominique Béroz. Oui. Donc il y a déjà une pléiade justement de pianistes. Donc le but de ce festival, ça a justement été de mettre en lumière ce genre de musiciens. Au-delà du fait qu'on les a mis en lumière, on a aussi créé autre chose, c'est créer un concept où, d'abord pour des raisons économiques, c'est vrai qu'on ne pouvait pas, en faisant venir 4 pianistes, par exemple en trio, on était déjà à 12-15 personnes, et là économiquement ça coûtait trop cher. Oui. Et donc on a dû trouver un concept qui permette aux musiciens invités de jouer avec des musiciens locaux. Et déjà, c'est une des premières choses, ce qui permet justement, par exemple, à Didier Juste, qui est un percussionniste reconnu de Guadeloupe, de faire une rencontre avec Thierry Vaton, et ils vont justement jouer dimanche dans le cadre de Légionnaire en musique avec Ralph Tamar, par exemple, bien que Didier n'a pas attendu chez mon festival pour faire ça. Mais le concept, l'idée, c'est de permettre justement à des musiciens locaux de rencontrer des musiciens de l'extérieur. Et toutes les musiques sont ouvertes à ce moment-là, sont prévues? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que autant dans le style de musique, on peut avoir par exemple tout ce qui est piano jazz, piano caraïbe, mais autant aussi des pianistes classiques. Oui. Donc en fait, c'est surtout qu'ici, par exemple, au niveau des écoles de musique, il y a un très grand travail qui est fait par les écoles au niveau du classique,
ou au niveau du piano jazz, mais beaucoup plus dans le classique. Et donc, justement, cet événement a pour but de recevoir des pianistes qui, eux, dans le cadre de masterclass, par exemple, peuvent conforter la vision du professeur. Quand vous avez un professeur qui guide un enfant, quand quelqu'un de l'extérieur arrive et vous dit oui, mais il faut que tu retravailles tel passage, etc., ça conforte aussi le rapport entre l'élève et son professeur, par exemple. Est-ce qu'il y a suffisamment de professeurs de piano en Guadeloupe? Pardon? Est-ce qu'il y a suffisamment de professeurs de piano? Ah oui, bien sûr. Oui. Non seulement, je pense qu'il y a suffisamment de professeurs, mais il y a quand même de très bons professeurs, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la Guadeloupe... je prendrai l'exemple encore une fois de Jean-Michel Lesdel, parce que c'est un des pianistes qui peut faire du classique. On l'a vu à Terre de Blues avec Dissonance. Il était dans un autre registre totalement particulier. Voilà, Jean-Michel, quand même, c'est un travail qu'il fait, par exemple, par rapport à l'école de musique du Lamentin. Il y a quand même un gros travail de formation d'élèves. Et on a quelques élèves l'année dernière. Il y avait, à notre festival, il y avait Harley Feuillard. Harley Feuillard, c'est un jeune pianiste guadeloupéen qui a été formé, par exemple, notamment par Jean-Michel Lesdel. L'école de Marie-Noël Raymonec, elle travaille, elle prépare aussi des jeunes. Je crois que les écoles en Guadeloupe font le travail au niveau du piano, et pour sortir justement de cette espèce de carcan, parce que souvent on a tendance à dire que le piano c'était un peu élitiste, etc. Mais en fait, on se rend compte que au niveau des écoles de musique, il y a énormément d'enfants inscrits en musique en général et en piano aussi. Alors, donc, on va prendre date. Alors, dès vendredi, ça démarre au MACT et ensuite. Alors, donc en fait, à partir de vendredi, donc c'est le premier concert en trio, c'est l'ouverture du festival. Le samedi, on aura un pianiste dont je vous ai parlé, c'est Pascal Mazamba. C'est un pianiste guadeloupéen qui tourne autour du gospel, du tambour, du ka. Et nous lui faisons justement pratiquement une carte blanche samedi, puisque ce sera le seul concert qui aura lieu à Sonis à partir de 19h30, et il recevra l'ensemble des projets artistiques autour desquels il travaille. D'accord. Bien, ben on prend mot et puis on va vous recevoir, probablement on va le rencontrer, M. Nussier, cet après-midi. Plus tard, à 16h. Vous avez la chance, vous faites vraiment un package, un double shot, on va dire, puisque vous serez cet après-midi avec Mendy. Et un plaisir. Oui, bien sûr, on a l'occasion d'en parler. Un plaisir de avec vous Thierry entendre. Vaton, justement. Oui, d'aller encore plus en profondeur. Il est 13h48, tout de suite la suite du journal et la fin, Mendy. C'est ça, et on termine effectivement en musique, puisqu'après un concert réussi à Marie-Galante au Festival Terre de Blues, l'artiste Ayo a donné un concert privé à son retour en Guadeloupe chez le concessionnaire Citroën, une prestation qui, vous vous doutez bien, a été fortement appréciée par les spectateurs privilégiés qui ont pu vivre ce moment de partage avec l'artiste. Un reportage signé Michel Terrasse. Sont gâtés parce qu'on leur a fait un plaisir et grâce aussi à Terre de Blues qui nous a permis d'avoir Ayo en concession Citroën pour un petit showcase privé où on a 150 personnes qui sont là ce soir. Donc ils auront le droit au meilleur titre d'Ayo qui se fait un plaisir d'être là grâce aussi à nos partenaires tels que France Antilles, BNP Paribas. Donc on les accueille en concession Citroën pour ce petit showcase. Ayo, c'est une artiste exceptionnelle, vraiment avec un style musical magnifique, elle est vraiment géniale. Son look atypique, un peu bohème, super, c'est une superbe artiste. Je suis vraiment conquise. Très bien, j'avais déjà entendu et j'avais vu Gilles Ayo donc sur Internet. Et c'était une occasion unique de la voir et c'était un moment fort agréable, surtout dans un cadre très sympathique, qui n'a pas beaucoup de monde, mais surtout très personnalisé. Say my name, say loud, love me, love me, love me now. 13h50 dans le ZCL et tout de suite on va commencer la chronique juridique qu'on retrouve avec Maritza. Alors Maritza, c'est à la demande des téléspectateurs, la chronique de ce jour est consacrée au droit de visite. Alors expliquez-nous un peu. Elle est consacrée au droit de visite, un droit de visite particulier, celui des tiers, c'est-à-dire les grands-parents et éventuellement les ex-beaux-pères et belles-mères.
Alors, qui en dehors des pères et mères peut se voir accorder un droit de visite et d'hébergement? Parce que ça, il faut le dire aux gens. Tout à fait. Effectivement, on connaît classiquement le droit de visite et d'hébergement qui est accordé aux parents avec lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, et avant elle, la jurisprudence ont consacré le droit pour l'enfant mineur d'entretenir des relations avec ses grands-parents et également avec des tiers avec lesquels il a entretenu pendant un certain nombre d'années des relations habituelles. Alors, qui sont ces tiers? Ces tiers sont les grands-parents. Ils peuvent aussi être les ex-beaux-parents en cas de séparation. Et ça peut également être un tiers quelconque, par exemple une marraine. Pas nécessairement lié à la famille biologiquement, je parle. Voilà, ça ne repose pas sur des liens sanguins. Ce qu'il faut caractériser, c'est un lien, une relation de proximité avec l'enfant et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de voir maintenir des relations avec ce tiers. Alors, Maritza, quelle est la procédure à suivre par le grand-parent ou l'ex-belle-mère, par exemple? Alors, le tribunal compétent est le juge aux affaires familiales qui doit être saisi par une assignation et non pas par requête. C'est une procédure qui est assez longue dans laquelle le ministère public intervient, notamment pour donner son avis. Une procédure où l'enfant en âge de discernement peut être entendu. Alors, troisième question, elle est importante. Dans quelles conditions un droit de visite éventuellement peut être accordé à un tiers qui n'est pas un parent sanguin? Alors, bien souvent, il arrive que un grand-parent soit en conflit avec son propre enfant. Et par conséquent, le petit enfant est privé de voir ses grands-parents. Dans ce cas-là, la loi admet qu'un enfant puisse, en dépit des relations conflictuelles entre son grand-parent et son propre parent, continuer à entretenir des relations avec ses grands-parents. Par exemple, également en cas de séparation, on admet que l'enfant puisse continuer à entretenir des relations avec un ex-beau-parent qui s'est occupé de lui pendant un certain nombre d'années. Alors, dernière question, là ce sont les modalités du droit de visite ou d'hébergement qui peut être attribué à un tiers. Dans quelles conditions? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit de visite et d'hébergement des tiers, notamment des grands-parents, il n'est pas aussi large que le droit de visite des pères et mères et qu'il ne doit pas entrer en conflit avec les droits des parents. Le tribunal a une certaine assez large possibilité d'adaptation. Il peut restreindre le droit de visite des grands-parents, notamment à quelques heures, par exemple le mercredi après-midi. Il peut restreindre le droit de visite à un droit de correspondance, leur permettre de téléphoner à l'enfant, d'être en contact par Internet. Il peut leur accorder quelques heures par semaine et ça peut se réduire à quelques jours par mois. Simplement. Alors Maritza, dernière question. Quel est le rôle de l'avocat dans cette affaire? Alors, l'avocat est obligatoire dans ce genre de procédure parce qu'il va permettre aux grands-parents, par exemple, de monter un dossier pour montrer qu'il est de l'intérêt de l'enfant de continuer à le voir. Je vais vous donner un exemple. On a un cas où une grand-mère, récemment, une grand-mère qui est handicapée moteur, avait perdu son fils. Elle ne s'entendait pas avec la mère et elle voulait continuer à voir sa petite fille. Alors la maman s'opposait à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement en prétendant que l'enfant n'était pas en sécurité chez la maman puisqu'elle était handicapée moteur. Nous avons monté un dossier, nous avons démontré qu'il y avait une infirmière qui passait le matin, le soir, qui avait suffisamment d'organisation pour ne pas mettre en danger l'enfant et qu'il était dans l'intérêt de cette petite fille de voir maintenu des liens avec la famille de son père et le droit de visite et d'hébergement a pu régulièrement être accordé à la grand-mère. Voilà. Si vous avez raté le début de cette chronique juridique, je vous rappelle que vous pouvez la revoir à partir de demain sur le www.zcl.tv ou alors sur le Facebook du ZCL. C'est fini pour aujourd'hui. Il est 13h55. On remercie Maritza qu'on retrouve jeudi prochain. Et sinon, demain, on est encore là avec vous, avec Mendy à partir de 12h30. Ce sera la dernière émission avant la fin de la semaine. Et puis, vous savez que ce samedi, ce sont les élections législatives françaises dans notre pays. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Sabine.